levante rayo ha contemplado. Y así quedó prendado del oriente. Mas si hubiera brillado en el poniente, a occidente se habría encaminado. Au sud-est de l'Espagne, aux portes de la méconnue région de Murcie, existe une vallée irréductible. Une contrée dont le cœur est arabe et n'a jamais vraiment cessé de l'être, un lieu qui, plus que tous les autres, semble avoir résisté à la christianisation de la péninsule ibérique et aux tentatives d'effacer des siècles de présence musulmane. Ses habitants le savent, même la reconquête chrétienne n'a pas eu totalement raison d'un des tout derniers refuges arabes d'Espagne, et ils le revendiquent. Tous les habitants de cette vallée ont des gènes de ces Arabes qui sont aussi espagnols que nous. Leurs ancêtres ont vécu 900 ans ici, en perpétuant leurs coutumes. Une capacité à assumer un passé qui tranche avec bien d'autres endroits de cette péninsule ibérique, où les cathédrales ont remplacé les mosquées, où la culture chrétienne est au centre des traditions. La vallée de Ricote, autrefois centre de savoir et de spiritualité, dessine une autre vision de la reconquête, plus progressive qu'on ne l'imagine souvent, bien loin des clichés sanglants. Une histoire qui a permis à cette vallée de demeurer une oasis, un verger aux airs de paradis que les musulmans ont voulu lui donner. L'histoire mort de la vallée de Ricote débute au IXe siècle, quand les nouveaux arrivants s'installent à l'entrée de la vallée, côté nord sur les hauteurs, sous l'œil bienveillant d'une population locale épuisée par l'insécurité permanente qui régnait depuis la chute de l'Empire romain en 476. Si cette évolution est la même que celle du reste de l'Espagne, elle a une caractéristique géographique unique, une sorte d'effet miroir avec l'autre rive de la Méditerranée. Les musulmans qui venaient de l'autre côté du détroit de Gibraltar et qui étaient pour la plupart issus des tribus berbères du Maghreb étaient des gens habitués à vivre dans des paysages très semblables à celui-ci et qu'on appelait oued. Ce n'est ni plus ni moins qu'une vallée avec une rivière au débit intermittent et qui est entourée d'un espace très aride. Les musulmans s'enracinent dans la vallée et à son apogée, la ville atteint les 4000 habitants. Sur le site archéologique de Siyassa, la population est répartie dans différents quartiers par origine et non par classe sociale. Quelle que soit leur taille, les maisons jouissent d'un patio, d'un espace isolé pour le bétail et de commodités très en avance sur l'époque. Toutes ces maisons, même les plus modestes, étaient équipées de latrines. La salubrité de l'habitation était ainsi assurée. On a retrouvé 19 des 700 maisons de Siyassa. Les autres sont encore sous la terre. L'une des plus belles d'entre elles a été reconstituée grandeur nature dans le musée de la ville de Cieza, face au site. C'étaient des gens dotés d'un goût esthétique exquis. Siyassa et le reste de la vallée de Ricote et du Levant espagnol sont devenus un laboratoire pour la création de nouvelles formes de décoration architecturale. La preuve, ces éléments de décoration que l'on trouve dans les maisons de Siyassa et des environs. On les verra plus tard apparaître à l'Alhambra de Grenade ou dans l'Alcazar de Séville. Alors qu'ailleurs en Espagne, le paysage a été modifié par des siècles d'évolution agricole, la vallée de Ricote a gardé presque trait pour trait le visage que lui ont donné ceux qui savaient construire des oasis dans le désert. À l'intérieur de la vallée, le long du fleuve,
le village d'Abaran semble vivre au rythme de sa noria, l'une des plus grandes roues hydrauliques d'Europe qui remplit aujourd'hui des fonctions décoratives. Les Arabes vont créer un nouveau paysage, un paysage ordonné. Dans un environnement de ce type, l'eau est très importante. Alors ils ont essayé de la faire monter sur les hauteurs pour augmenter la surface irriguée. C'est ainsi qu'apparaissent ces dispositifs d'élévation qui permettent de gagner une hauteur correspondant exactement au diamètre de la roue hydraulique. C'est un système si ingénieux qu'il a perduré et qu'on le retrouve par exemple dans le sud de la Tunisie, dans des oasis qui rappellent parfaitement ces paysages. En rendant la vallée fertile, les Arabes la redessinent. Le long du fleuve, on voit apparaître d'innombrables jardins potagers, foisonnant toute l'année, où poussent de nouvelles denrées comme les agrumes, jamais vus en Espagne, et dont on est éternellement friand. Tiens, regarde. Voici l'un des joyaux hérités des Arabes de la vallée de Ricoté. C'est de la bergamote. Incroyable. C'est formidable. C'est de la vraie. Formidable. L'odeur et le goût. Le goût surtout. À ses heures libres, Andrel cultive le jardin potager hérité de ses ancêtres qui fait vivre sa famille et ses proches. Le potager traditionnel était très semblable à celui que nous avons aujourd'hui. Hormis quelques nouvelles plantes venues d'Amérique, c'est pratiquement le même. Il s'agit de ces jardins potagers qui permettaient à l'agriculteur une consommation domestique et de la vente directe. Et cela dans une économie totalement durable et circulaire. Il y a toutes sortes de produits horticoles, des laitues, des blettes, des oignons. Tout cela donne une sensation d'oasis, cette idée du verger au milieu d'un environnement pauvre et inhospitalier. Mais au début du XIIIe siècle, l'horizon de cette divine oasis s'obscurcit. Les troupes chrétiennes venues du nord battent les musulmans aux portes de l'Andalousie et avancent vers le sud. Si de grandes batailles ponctuent cette reconquête, le sort de la vallée de Ricoté reflète bien comment cette période s'est traduite pour la plupart des régions rurales d'Espagne. En 1285, la vallée passe tout simplement sous l'autorité d'une nouvelle administration, l'ordre de Santiago. On autorise les musulmans de la vallée à continuer à pratiquer leur religion pour mieux garder la main sur les richesses qu'ils produisent. S'ouvre alors une étonnante période de 2 siècles et demi de tolérance qui voit Ricoté devenir un centre de savoir grâce à un personnage dont l'aura va rayonner sur l'Orient comme sur l'Occident. Ces rues ont vu naître une grande figure, nommée Al-Ricotti. Et qu'est-ce qui nous parle le mieux de l'aura de cet homme? Quand le roi Ferdinand III a envoyé son fils dans le royaume de Murcie pour le prendre aux musulmans, le prince a rencontré ce fameux Al-Ricotti. Et ce que nul n'aurait imaginé est arrivé. Si le prince a certes officiellement chassé les musulmans, il a en parallèle confié la création d'une école d'enseignement supérieur, qui avait ici le nom de madrasa, à un musulman. Faute de colons chrétiens, la nouvelle administration s'appuie sur les sages musulmans pour continuer à former des élites. Que faisait Al-Ricotti? C'était un médecin polyglotte, capable d'enseigner et d'échanger avec chacun des savants qu'il hébergeait dans son école, dans leur propre langue. Il parlait l'araméen, l'arabe, l'hébreu, le latin, mais aussi l'espagnol. Dans cette madrasa d'Al-Ricotti, il était également essentiel que les universitaires se rendent au moins une fois à l'étranger. Al-Ricotti a inventé Erasmus en quelque sorte. C'est cette madrasa qui deviendra plus tard l'université de Murcie. C'est seulement l'arrivée au pouvoir des rois catholiques et l'avènement d'un État puissant mettant en œuvre l'Inquisition qui signe la fin de l'ère de la tolérance dans le refuge de Ricoté. En 1502, la conversion forcée des musulmans est ordonnée. Les mosquées sont détruites ou transformées en églises, comme celle-ci,
rebaptisée au début du XVIe siècle chapelle du jardin potager. Mais on ne change pas de Dieu si facilement. De nombreux textes législatifs témoignent du fait que dans la vallée de Ricoté, beaucoup d'habitants étaient encore musulmans, en dépit de l'obligation d'être chrétiens. Les habitants de ce lieu ont continué à se rendre ici pour pratiquer et prier. Pourquoi ? Parce que c'était la réminiscence, en bons musulmans convertis qu'ils étaient, de leur mosquée qu'ils fréquentaient depuis des siècles. Cet esprit islamique est toujours vivant, malgré la conversion imposée par les différents pouvoirs, et l'espace sacré pour eux est resté vivant. Un siècle plus tard, l'Inquisition resserre encore son étreinte sur la vallée. Le 19 octobre 1613, le pouvoir ordonne l'expulsion des moriscos, les anciens musulmans plus ou moins convertis. Une date que les habitants commémorent chaque année, comme Miguel Banegas qui s'est plongé dans l'histoire de ses ancêtres et dans le texte diffusé à l'époque dans le royaume. À la lecture de ce décret royal, il n'y avait pas beaucoup d'alternatives. La seule possibilité pour ne pas être expulsé, c'était de se défendre en argumentant que bien qu'on ait été d'ascendance musulmane, on avait été baptisé à l'arrivée des rois catholiques au début des années 1500 et qu'on avait appliqué tous les concepts du baptême chrétien. Mais la réalité était tout autre, car le prêtre du village savait qui pratiquait vraiment le commandement religieux de la messe, du carême, de la communion. Et le curé pouvait dire « celui-ci est un vrai chrétien, et celui-là non ». Impossible alors d'échapper à l'expulsion. 2500 personnes doivent quitter la vallée de Ricoté. Ils ont été embarqués sur le navire San Esteban. On ignore s'il est allé jusqu'en Afrique. C'est une inconnue qui reste à éclaircir. Ma famille a été incluse dans un ordre d'expulsion, comme de nombreuses familles de la vallée. Et on retrouve le nom de mon ancêtre, Francisco Banegas, sur une liste. Mais une liste de personnes en fuite, et non de déportés embarqués. On ignore combien parviendront à se cacher pour revenir, à l'image de l'aïeul de Miguel. L'expulsion des morts provoque pourtant un effet inattendu sur la société de l'époque et pousse les contemporains espagnols à se demander si ses voisins expulsés ne seraient pas de faux ennemis, à l'image du géant de la littérature castillane qui publie alors son célèbre Quichotte. Cervantes est sensible au drame de l'expulsion des musulmans convertis et il met dans la bouche d'un personnage qu'il nomme Ricoté cette phrase « Si Dieu le veut, nous pleurons l'Espagne, car nous y sommes nés et elle est notre patrie naturelle. » Aujourd'hui, la vallée de Ricoté continue de revendiquer son passé singulier. Là, sans doute, réside le plus beau legs de ces morts venus transformer une terre aride en paradis. Le paysage culturel qu'ont créé ces musulmans du Moyen-Âge a perduré et est resté vivant. Et à travers sa beauté, les habitants, comme les milliers de personnes venant ici chaque année, peuvent admirer ce qui est bien le dernier Wadi d'Al-Andalus, l'Espagne musulmane.